Bien, donc on va regarder ensemble maintenant une extension de l'utilisation de l'équation de Nernst. Donc, premier exemple qu'on a déjà vu et que vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, c'est comment on peut décrire l'évolution du potentiel standard d'un couple qui fait intervenir le proton. Et donc l'exemple classique, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on en verra beaucoup quand on décrit les diagrammes de Pourbet, avec le fer, avec d'autres métaux. Mais un exemple simple, c'est le cas des nitrates. Donc l'ion nitrate, NO3-, est une forme oxydée de l'azote. Et l'azote est au degré d'oxydation plus 5 dans NO3-. Et une de ces formes réduites, c'est la petite molécule de NO dans laquelle l'azote est au degré d'oxydation plus 2. Donc vous pouvez l'écrire ici plus 5, si vous voulez, comme ça, et ici plus 2. Donc ça répond à la question que tu m'as posée. Donc l'oxydant, c'est NO3-, le réducteur, c'est NO. OK ? Donc on voit bien que on a besoin de 3 électrons pour passer de plus 5 à plus 2. Oui. Mais on voit aussi que ce demi-équilibre redox n'est pas équilibré, puisqu'ici il y a 3 oxygènes, et puis là il n'y en a qu'un. Donc si on travaille dans l'eau, on rajoute ici 2 molécules d'eau pour avoir le bon nombre d'oxygènes. Et donc ici il va manquer bien sûr 4 protons. Oui ? Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire rapidement, de manière évidente. Alors Nernst nous dit on peut déterminer le potentiel réel de ce couple et il y a une manière liée à la thermodynamique d'écrire ce potentiel électrique. C'est un potentiel standard dont je donnerai la valeur dans quelques minutes, plus quoi ? 0,059 divisé par 3, N c'est le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur, pour le couple considéré, et là il y a 3 électrons, donc vous mettez 3 là. Logarithme base 10, de quoi ? Eh bien, dans l'équation de Nernst, et si vous voulez savoir d'où ça vient, il faut vous reporter au cours du premier semestre, on écrit ce qui est côté oxydant en haut, mademoiselle, c'est pas qui me posait la question, et côté réducteur en dessous. Donc côté oxydant, qu'est-ce qu'on a ? On a la concentration en NO3- fois, bien sûr, la concentration en H+, puissance 4, parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique 4 ici. Là, il y a un coefficient stoichiométrique 1, divisé par concentration en NO, et on ne fait pas apparaître la concentration de l'eau dans ce cas-là, puisqu'on considère qu'on travaille dans l'eau, et l'eau est donc le solvant. Et par convention, et il faut que ce soit clair dans votre tête, l'activité d'un solvant, mais aussi l'activité des solides, auquel on reviendra tout à l'heure, on la prend toujours égale à 1. Oui ? Bien. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite que le potentiel de ce couple dépend aussi de la concentration en H+. Mais concentration en H+, vous le savez, en fait, c'est exprimé en chimie en solution par la notion de pH, qui, je vous rappelle, c'est moins log base 10 de la concentration en H+. Et là, en manipulant très simplement ce logarithme, on va faire apparaître le pH. Comment fait-on ? Donc le potentiel, c'est le potentiel standard. Je sépare le log en 2 morceaux. Vous voyez ? Le log d'un produit, c'est la somme des logs. 0,059 divisé par 3, logarithme de H+ à la puissance 4, plus 0,059 divisé par 3, logarithme base 10, et là, il nous reste bien l'oxydant sur le réducteur. Et ça, on aime bien. Oxydant, réducteur. Et donc, vous voyez cette partie-là,
qui ne dépend pas de la concentration de l'oxydant et du réducteur, cette partie, on l'appelle le potentiel standard apparent. Ça veut dire en fait le potentiel standard variable parce que il va varier en fonction de la concentration en H+. On continue la manipulation très simple de cette expression. Vous pouvez sortir la puissance 4 du log en la mettant devant. Vous savez que x fois log, c'est log puissance x. Vous vous souvenez? Donc si vous mettiez le 4 ici, vous obtenez finalement E0 plus 0,059 fois 4 divisé par 3 log de concentration en H+. On voit ça sur la caméra encore? Bien. Et au final, eh bien, on reconnaît, log de concentration en H+, c'est moins pH. Ou pH, c'est moins log de concentration en H+. Donc vous voyez que le potentiel standard, j'écris juste celui-là, apparent, c'est donc ce E0, dont je vais vous donner la valeur dans quelques secondes, moins 0,0, je crois que c'est 78 à peu près, log dans pH. Donc on voit, vous voyez, que ça évolue. Et effectivement, si vous regardez dans les tables de potentiel standard, vous allez chercher le couple NO3- NO, on vous donne bien un potentiel standard, mais on vous dit, ce couple a un potentiel standard de 0,96 à pH égale 0. On précise le pH. Donc si on précise le pH, ça veut dire implicitement que ce potentiel va varier avec le pH. Vous comprenez? Donc c'est un indice important. Donc effectivement, ici c'est 0,96 moins 0,078 pH. Puisque ça, c'est la valeur du potentiel réel de ce couple lorsque, potentiel standard, lorsque pH égale 0. Alors pourquoi c'est standard? Parce que on peut considérer que le potentiel est égal au potentiel standard quand il y a autant d'oxydants que de réducteurs, ce qui est la définition du potentiel standard. Et s'il y a autant d'oxydants que de réducteurs, le rapport ici est égal à 1, et logarithme base 10 de 1, ça fait à peu près 0. Okay? Donc il n'y a pas ce second terme. Et bien sûr, l'équation de Nernst nous dit le potentiel n'est pas égal au potentiel standard lorsque les concentrations relatives de l'oxydant et du réducteur ne sont pas les mêmes. Vous me suivez? Alors, l'étape suivante dans le raisonnement, je vais effacer, c'est on peut maintenant représenter graphiquement cette évolution et en déduire quelques propriétés importantes à comprendre. C'est les propriétés en fait de répartition des espèces. Donc, allez, on va faire un diagramme très simple. On va être par là. Ici, je représente en abscisse le pH. 2, 4, 6, 8, 10 par exemple. Ici, je dis que c'est 0,5 en volts. C'est le potentiel. Alors, c'est le potentiel standard apparent en volts. Donc ici, ça sera 1. Et donc notre potentiel de départ, on va le représenter en rouge, ou en violet, il est donc ici, c'est ce qu'on vous donne dans les tables, 0,96. Je le mets par là. Vous essayez de me suivre, c'est très simple, mais c'est bien de le voir construire tranquillement une fois. On sait que ça évolue de manière linéaire, c'est une droite affine. Y égale AX plus B. On connaît B, on connaît A. Oui. Donc, par exemple, vous pouvez nous calculer, c'est simple, le potentiel à pH égale 10, le potentiel standard à pH égale 10. Vous remplacez pH par 10 ici, donc ça fait 0,96 moins 0,78. Ça fait combien? 0,18. Donc vous voyez, à pH 10, 0,18, c'est à peu près par là. Voilà.
Et effectivement, l'évolution théorique, bien sûr, hein, prévue par Nernst, c'est cette droite. C'est une baisse continue du potentiel de ce couple en fonction du pH. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le couple, l'oxydant NO3- est un oxydant bien plus puissant en pH égale 0 qu'à pH 10, puisque vous voyez que son potentiel diminue. 0,18 ici, là 0,96, hein, c'est pas tout à fait pareil, vous comprenez. Donc si vous voulez utiliser le pouvoir oxydant des nitrates, ben, il vaut mieux travailler en milieu acide, vous comprenez. Et si vous ne voulez pas être embêté par l'oxydation par les nitrates, ben, il vaut mieux travailler en milieu basique. Est-ce que ça c'est clair? Bien. Maintenant je vais dessiner quelque chose sur mon diagramme et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi je peux faire ça. Ici, je vais mettre NO3- et ici, je vais mettre NO. En faisant ça, je viens d'indiquer la prédominance des espèces. J'affirme, et on va vérifier, hein, donc je fais une conjecture, que dans cette zone de pH et de potentiel, c'est NO3-, donc la forme oxydée, qui est largement prédominante. C'est pour ça que je peux l'écrire ici. Et en dessous, c'est NO, donc la forme réduite, qui est largement prédominante. Pourquoi je peux écrire ça? C'est ça la question. Pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Ben, on va vérifier grâce à l'équation de Nernst, encore une fois. Et pour faire ce calcul, on va se placer par exemple à pH 8. On prend un pH au hasard. Est-ce que vous pouvez déjà me calculer maintenant le potentiel standard à pH 8, s'il vous plaît? Donc vous faites 0,96 moins 0,078 fois 8, ça fait combien? Donc 0,336. Et maintenant, je veux écrire le vrai potentiel de Nernst. Hein. Donc ça, c'est le potentiel standard à pH, alors on peut l'écrire ici, pH 8. pH 8, 0,36, plus 0,059 divisé par 3, logarithme base 10 de la concentration en NO3- divisé par la concentration en NO. Imaginons, parce que je veux vérifier, que, allez, je sois ici à un potentiel de 1 volt. Ça va par exemple, hein, on prend un potentiel exprès élevé, 1 volt. Donc ça veut dire que ici je viens de déterminer mon potentiel, donc j'écris 1 égale 0,336 plus 0,059 divisé par 3, logarithme du rapport. Allez, je l'écris R pour aller un peu plus vite. Ça veut dire que maintenant je peux, à ce point et à ce pH, je peux connaître le rapport entre la forme oxydée et la forme réduite. Vous êtes d'accord? Parce que dans l'équation, c'est la seule inconnue qui me reste. Donc le logarithme base 10 vaut 33,7. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que c'est quand même un peu utile les maths des fois dans la vie. Ça veut dire que R égale 10 puissance 33,7. 10 puissance 33,7, même chez toi, c'est un grand nombre. Tu es d'accord? Oui? C'est plus que le nombre d'Avogadro. Vous êtes d'accord? C'est un grand nombre. C'est énorme. Et je vous rappelle que le rapport ici, c'est le rapport entre l'oxydant et le réducteur. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, eh bien, je peux considérer, puisque le rapport entre l'oxydant et le réducteur, c'est 10 puissance 33, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour considérer que ici, eh bien, il n'y a que NO3-. Vous voyez? Oui? Enfin que. Il est largement majoritaire. Et bien sûr, c'est le cas partout ici. Et quand on se rapproche de cette droite affine que nous avons dessinée tout à l'heure, c'est l'endroit, vous voyez, par définition, où il y a autant d'oxydants que de réducteurs.
Et bien évidemment, je vous laisse faire le calcul chez vous, hein, on n'est pas à l'école maternelle non plus. Si vous allez de l'autre côté, bien sûr, vous voyez, si vous allez à un potentiel par exemple de 0, eh bien ici, la différence là, cette fois-ci, sera négative, bien évidemment, et vous trouverez ici quelque chose de très petit pour le rapport entre l'oxydant et le réducteur. Ça veut dire que ça sera le réducteur qui sera largement majoritaire. Donc ceci est très important. Ça veut dire que quand on représente, vous voyez, l'évolution du potentiel standard apparent dans le formalisme de Nernst, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que sur cette ligne, il y a autant d'oxydants que de réducteurs, par définition. Au-dessus, c'est l'oxydant qui est majoritaire. En dessous, c'est le réducteur, et pas un peu majoritaire, largement majoritaire. Et donc, on peut écrire, vous voyez, ici, c'est la zone NO3-, d'existence d'NO3-. Ici, c'est la zone d'existence, de stabilité de NO. Ici, on regarde le diagramme d'un couple redox. Vous voyez ? Là, on n'est pas encore dans une réaction. On regarde le potentiel du couple en tant que tel. On ne l'a pas fait réagir avec quoi que ce soit. On regarde son domaine de stabilité. Ensuite, par exemple, effectivement, tu pourrais dire, allez, je vais mettre un couple Cu2 plus Cu. De mémoire, c'est 0,34 volts. Et lui, on considère, en tout cas pour les pH les plus acides, qu'il n'y a pas d'évolution de forme, de changement de forme avec le pH. Donc 0,34, ça sera par ici. Donc le couple cuivre 2 plus cuivre 0, lui, il a un potentiel constant. Vous voyez ? Et tu vois, à un moment, puisque le couple NO3- NO lui diminue avec le pH, il y a un moment où les deux droites vont se couper. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, là, le nitrate, en effet, va oxyder le cuivre. Donc maintenant, on est dans une réaction, monsieur. Va oxyder le cuivre pour donner du cuivre 2+, et NO. Mais si tu es au-delà de pH, là, 8 ou 9, sur mon dessin, eh bien, cette réaction ne fonctionnera plus. Tu ne pourras plus oxyder le cuivre avec NO3-. Vous voyez ? C'est plutôt le cuivre 2+, qui sera capable d'oxyder NO en nitrate. Donc, représenter ces diagrammes, c'est le début du diagramme, permet de savoir, en fonction du fait que certains couples évoluent ou pas, à quel moment les réactions vont être possibles et à quel moment ils ne vont plus être possibles. Alors, vous savez qu'un acide, par exemple HF, peut être en équilibre avec H+, plus F- dans l'eau. Alors, on peut écrire ça de manière différente. On peut dire que ça réagit sur l'eau, et c'est mieux de l'écrire d'ailleurs comme ça, pour donner H3O+, plus F-. On évite autant que possible en chimie en solution d'écrire H+, tout comme ça tout seul, parce que H+, c'est un proton. Vous voyez, un proton, vous voyez, c'est une petite particule extrêmement petite, et beaucoup plus petite que les molécules et les atomes qui se forment habituellement. Donc là, on écrit une équation avec des objets de dimensions très différentes, donc il est plus raisonnable de l'écrire comme ça. Et en plus, ça nous rappelle que quand on fait des réactions acido-basiques dans l'eau, l'eau a toujours un rôle. Ici, l'eau réagit comme une base pour donner donc, son acide conjugué, et l'acide HF donne sa base conjuguée. Donc, vous voyez, c'est le même raisonnement que dans le domaine de l'oxydoréduction, sauf que là, on ne parle pas de potentiel, mais on va parler de pKa. Et je vous rappelle, le pKa, c'est moins log d'une constante d'équilibre qu'on appelle Ka, A comme acide. Et cette constante d'équilibre, Ka, c'est concentration en H3O+, fois F-, divisé par la concentration en HF. Et je crois que pour cet acide, ça vaut 10 moins 3,2. Et donc le pKa, donc moins log de Ka, vaut
3,2. Je vous rappelle, en même temps, qu'on connaît des acides forts et on ne les décrit pas avec un pKa, on considère qu'ils sont totalement dissociés dans l'eau. Donc l'équilibre est largement déplacé vers la droite, donc le K est très très grand. Okay. Il existe des acides faibles. HF est un acide faible. On peut décrire ces acides avec un pKa. Souvent, l'équilibre est peu déplacé, hein, mais la grandeur de K, on peut l'écrire encore, hein, c'est 10 moins 5, 10 moins 3, 10 moins 9, 10 moins 14, pourquoi pas. Et quand cette valeur devient de plus en plus petite, à un moment, on parle d'acide négligeable. Par exemple, Na+, qui est d'ailleurs l'acide conjugué de NaOH, est un acide négligeable. Et comment concrètement ça se voit, c'est que si vous mettez du Na+, hein, avec bien sûr un contre-ion pour respecter la charge dans l'eau, eh bien l'introduction de Na+, acide négligeable dans l'eau, ne modifie pas le pH de l'eau. Et donc c'est pour ça que c'est négligeable. Par contre, si vous mettez un acide fort ou un acide faible dans l'eau, même très faible, cet acide modifie le pH de l'eau. Il faut que ce soit bien clair. Pourquoi on appelle ça négligeable? Et bien sûr, en même temps, hein, et vous regarderez dans votre cours, hein, parce qu'il y a une autre vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui réexplique ça, en face, donc de l'acide négligeable, il y a des bases fortes. En face des acides forts, il y a des bases négligeables. Et la chose importante, s'il vous plaît, j'insiste chaque année beaucoup là-dessus, en face des acides faibles, il y a les bases faibles. Oui. Donc arrêtez, des fois j'entends des âneries. En face des acides faibles, il y aurait des bases fortes ou des bases négligeables ou je ne sais pas, toutes sortes de trucs exotiques. Non, non. Quand un acide est faible, sa base conjuguée est également faible. Hein, j'ai déjà fait la démonstration dans le cours. C'est quelque chose qui doit être clair pour vous. Et ceci est lié au fait qu'il existe un produit ionique dans l'eau, hein, l'équilibre de dissociation de l'eau en H3O+, et OH-, qui est une constante universelle dans l'eau, 10-14. Ça vient de là. Mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, quand vous avez un acide faible, on peut aussi se poser la question de la répartition des espèces pour cet acide, comme on l'a fait pour les potentiels. Imaginons que vous soyez dans une solution aqueuse avec cet acide. Et vous avez la possibilité, vous démarrez dans un milieu très acide, on démarre à pH égale 0, et vous rajoutez ici des petits grains de NaOH, tout petit. Hein. Et donc, vous allez augmenter petit à petit le pH, hein, parce que vous allez ramener des ions hydroxydes dans la solution. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour notre acide HF? Eh bien, pour savoir ce qui se passe avec l'acide HF, et qu'est-ce qui est dominant dans la solution, on écrit, bien sûr, le Ka, hein, qui vaut 10 moins 3,2. Hein, et donc, c'est égal hein, à concentration en H3O+, fois F- divisé par HF. Si je suis à pH égale 0, donc au début de mon expérience, concentration en H3O+, c'est égal à 1, par définition. Vous êtes d'accord? 1 mol par litre. Et donc, on voit que le rapport, hein, donc ça disparaît, c'est égal à 1. Le rapport entre F- et HF vaut 10 moins 3,2, donc 0,000 quelque chose de petit. Oui? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui est dominant à pH égale 0? F- ou HF? HF, bien évidemment. Vous comprenez? Donc si on représente la répartition des espèces, comme on le fera souvent en fonction du pH, on voit qu'effectivement,
Si là on est 0 et là on est à 14, dans les pH acides, c'est HF qui est dominant. Et plus le pH est acide, plus le rapport est en faveur de HF. Et vous comprenez bien qu'il y a un moment, quand la concentration en H3O+, ici, vaut exactement 10 moins 3,2, donc pH 3,2, c'est une situation particulière, puisqu'à ce moment-là, vous voyez que le rapport F- sur HF vaut 1. Ça veut dire qu'à cet endroit, il y a autant de formes acides que de formes basiques en solution. Oui. À cet endroit-là, il y a autant d'acides que de bases. Et bien évidemment, si maintenant, allez, on va écrire tout, on va à pH 10, donc ici 10 moins 10 égale 10 moins 3,2, c'est toujours la constante d'équilibre. Vous voyez bien que cette fois-ci, le rapport, ici, ça sera 10 moins 3,2 divisé par 10 moins 10. Et ça, c'est concentration en F- sur concentration en HF. Et donc là, vous voyez, quand vous divisez par 10 moins 10, rajoutez 10 puissance 10, donc ça fait 10 plus 6,8. Oui. Donc c'est une très grande valeur qui est favorable, bien sûr, à la prédominance de la forme basique F-. Oui. Ce raisonnement, très simple, vous devez savoir le faire. Oui. Et vous voyez qu'il se construit simplement sur l'écriture correcte de la constante d'équilibre. Ceci est vrai, bien sûr, pour les acides et les bases, et ceci est également vrai dans le domaine des précipités. Mais dans ce domaine, il y a déjà une ou l'autre vidéo sur ma chaîne YouTube, qui doit s'appeler Prédominance des espèces, qui rappelle, avec le même type de calcul, le même type de raisonnement, qu'est-ce qui se passe avec un solide qui se forme. Tant que vous n'êtes pas au produit de solubilité, eh bien c'est les espèces en solution qui sont majoritaires. Et il y a un moment, ça peut dépendre du pH, par exemple dans les hydroxydes de fer, donc concentration en OH-, là en l'occurrence, mais donc pH, il y a un moment où vous précipitez ce qui était en solution, et donc vous ne pouvez plus dire que l'ion en solution est majoritaire. Et donc c'est la forme précipitée qui est majoritaire. Et donc dans les calculs, eh bien, dans l'écriture, par exemple, des réactions redox, qui impliquent ces éléments, il faut tenir compte de cette réalité. Et donc, les demi-équations redox changent, et donc vous allez voir, les pentes d'évolution des potentiels standards changent. Et c'est ce qu'on fera à partir de la semaine prochaine sur les diagrammes de Pourbet.